Ok, je vous propose de commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce webinaire donc sur le thème de agroalimentaire. Quelle place peut prendre l'innovation dans la relance des activités. Alors, nous sommes surtout très très heureux de pouvoir avoir ces conférenciers autour de la table. On a un très beau groupe avec de très belles compétences et des complémentarités entre les uns et les autres. C'est vraiment super, vous allez voir ça. Donc là, on est parti pour 1 heure et quart, 1 heure et demie. L'idée, c'est d'être sur une partie présentation. N'hésitez pas à poser par le chat toutes vos questions tout au long de la présentation pour qu'on puisse vous répondre en fin de présentation. Voilà, donc 1 heure et quart, 1 heure et demie avec une segmentation en deux sous-questions. Une première sur comment les acteurs aujourd'hui s'adaptent à ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Et puis, dans un second temps, la place que peuvent prendre l'innovation et les startups pour maintenir une agilité sur ces événements et puis pour permettre aux entreprises de continuer à donner ce sens-là à leurs activités. Voilà. Et nous commencerons évidemment par une présentation du contexte, donc par Philippe Gossman et par Françoise Gorga, et une conclusion qui sera menée par Jérôme Zlotov et Pierre-Yves Fréminet. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une présentation rapide de chacun. Peut-être par toi, Françoise? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Super. Bon, bonjour à tous, Françoise Gorga, je travaille à l'ANIAC, qui est l'Association nationale des industries alimentaires. J'interviens ce matin pour vous présenter un peu le contexte dans lequel les entreprises vont devoir travailler, innover pour rester compétitives. Donc, juste quelques chiffres sur le secteur. J'ai vu autour de la table que vous étiez tous des professionnels, mais voilà, je vous les rappelle. En gros, on est à pratiquement 18 000 entreprises dans le secteur agroalimentaire. C'est le premier secteur industriel français avec 130 milliards de chiffre d'affaires, 130 milliards d'euros. Il faut savoir que depuis le début de la crise, notamment pendant la période de confinement, on s'est rendu compte que le secteur agroalimentaire était un secteur stratégique pour le pays. Les pouvoirs publics s'en sont rendus compte et considèrent du coup la compétitivité des entreprises comme une priorité. Donc le secteur agroalimentaire est aussi le premier employeur avec 430 000 industriels, j'entends, 430 000 employés, voilà. Donc on a mené à l'ANIA, on a tenu un baromètre en fait depuis le début du confinement pour voir quel était l'impact sur le secteur. Parce que lors de nos réunions à Bercy, les autres secteurs industriels avaient tendance à nous dire vous vous en sortez bien de toute façon, vous continuez à travailler, etc. Les résultats sont moins clairs que ça. La chute du chiffre d'affaires moyenne sur le secteur agroalimentaire est de 22%. Françoise, oui. Bon, je te propose juste qu'on fasse un tour de table pour présenter chacun. Et après, pardon, je n'avais pas du tout compris, la honte. Et après, je te laisserai tout le temps qu'il te faut pour présenter ce baromètre, ok? Super. Je suis désolée. Pas de souci, t'inquiète pas. Laurence, est-ce que tu peux te Oui, présenter, s'il te plaît? oui, bien sûr. Donc, Laurence Rousset, moi, je suis directeur innovation, développement et consumer insight chez Bonduelle Fresh Europe, qui regroupe les activités de quatrième gamme et de traiteur du groupe. La raison d'être de cette direction de l'innovation, c'est très clairement de nourrir la mission de Bonduelle, qui est d'être le référent du bien-vivre par l'alimentation végétale. Ce qui concrètement veut dire pour nous développer et créer des nouvelles offres végétales qui collent aux attentes des consommateurs et surtout à l'évolution des modes de vie autour de cette problématique du végétal et de la transition alimentaire. Parfait, merci. Xavier? Donc, Xavier Boisvezi, je suis en charge de l'atelier digital du groupe SEB, qui est une petite structure qui a vocation de remettre vraiment l'usager au cœur, en fait, et l'utilisateur, on va dire, au cœur du système. Donc, nous, notre mission est de travailler sur l'expérience utilisateur, les relais de croissance, les nouveaux business models. Et on est convaincu que pour ce faire, c'est vraiment un travail en écosystème qui doit se faire. On en reparlera tout à l'heure sur la fameuse question « Qu'est-ce que je mange ce soir ?» Un acteur seul ne peut pas y répondre. Et voilà, et comment on arrive à remettre l'utilisateur au cœur sont les sujets qui m'animent. Parfait, merci à toi Xavier. Olivier, Denis, pardon?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Denis Olivier, je suis le fondateur de la start-up 1000 Cantines. C'est une application qui permet à la restauration collective de connaître à l'avance l'affluence et les choix des convives via un système de réservation sur le smartphone ou le PC, de façon à ce que les cuisines ne sortent des frigos que ce qui sera réellement consommé. Je suis également donc vice-président de la French Tech One Lyon Saint-Étienne, donc qui regroupe tout l'écosystème des startups. Et je suis effectivement un fervent défenseur du bien manger. Et l'idée justement de cette start-up, c'est de dégager des bénéfices pour pouvoir financer du local, du bio et du mieux manger. Parfait, merci Olivier, tu nous expliqueras ça. Philippe? Bonjour, Philippe Gottsman. Écoutez, j'ai créé un cabinet de conseil pour d'abord essayer de comprendre les mouvements profonds de la consommation, la sociologie de la consommation et ainsi aider les entreprises de la conso, alimentaire mais également non alimentaire et industrielle, retail, à évoluer dans ce monde très mouvant et imaginer de nouveaux business models. Et par ailleurs, je suis administrateur de la Note Globale et membre du think tank agroalimentaire Les Échos depuis 5-6 ans. Top, merci. Jérôme? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Zatoff. Je suis directeur de l'entrepreneuriat à l'ISARA et directeur de l'incubateur Food Shaker qui accompagne les startups Food Tech. Et ici présent au titre de référent thématique de la Food Tech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un écosystème d'une trentaine de partenaires qui œuvrent à faciliter le développement des startups. Donc, ce n'est pas une mince affaire en ce moment. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour voir comment les startups de la food tech peuvent être un vecteur important de relance de ce secteur dans ce monde d'après. Voilà. Merci à tous et merci à Vincent pour cette co-organisation également. Merci à toi. Pierre-Yves? Oui, bonjour à tous. Pierre-Yves Fréminet. J'ai en charge aujourd'hui le pôle industrie service distribution d'MCG, dont la raison d'être est de pérenniser les organisations. On accompagne en particulier tous les projets de transformation complexes dans tout type d'industrie, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Top. Merci à tous pour votre présentation. Donc, quand on a préparé ce webinaire, on s'est rendu compte qu'on a tous vécu une période très compliquée, c'est évident. Françoise l'a dit tout à l'heure avec des perceptions, peut-être justes, peut-être fausses. Et notre premier enjeu, ça a été de se dire, OK, comment on peut donner des éléments factuels, des éléments qui ont été mesurés, contrôlés, et qui vont permettre en fait de vous donner une lecture sur la façon dont cette crise a été vécue par les uns, par les autres. Évidemment au sens macro, mais avec quand même des retours d'expérience. Donc, on a voulu comme ça poser un peu le contexte. Françoise donc, va nous présenter le bilan de ce baromètre qu'ils ont mis en place à l'ANIA. Et Philippe viendra compléter avec une vision sur une prospective. Voilà. Françoise, c'est toi, Oui. tu as tout le temps que tu veux. Super. Je vous ai présenté les chiffres clés de l'agroalimentaire quand ce n'était pas le moment, donc vous les avez. Juste quelques infos du coup sur la façon dont les entreprises agroalimentaires ont vécu, vivent depuis le début de cette crise Covid-19. Donc je vous disais tout à l'heure une chute moyenne du chiffre d'affaires de 22%. Donc ça c'est la moyenne, sachant qu'il y a des secteurs qui sont très impactés, notamment les entreprises qui livrent la restauration hors domicile, puisque c'est un pan de l'activité qui a été totalement à l'arrêt et qui est encore ralenti aujourd'hui depuis le début du confinement. Et donc voilà, une grosse perte de chiffre d'affaires de ce côté-là. Sinon, la façon dont les entreprises ont réagi, quand on leur demande par exemple si cette crise a un impact sur la façon dont elles gèrent le quotidien, 61% des entreprises nous répondent par exemple qu'elles ont annulé ou reporté des projets d'investissement depuis le début de la crise. Donc 61%, c'est 2/3, c'est énorme. La question, c'est le financement de ces investissements en sortie de crise et surtout la façon dont ils seront gérés globalement. Sachant que la plupart des entreprises innovent sans dispositif financier public, donc elles le font sur leurs propres fonds ou avec leur banque. Et ça reste donc une question si la trésorerie ne suit pas. Les enjeux pour le secteur, là, c'est d'abord
avant, tout ce qui est innovation, c'est essayer de répondre aux attentes du consommateur. On va sans doute consommer différemment. Je sais que toute la restauration à domicile est en train de se réinventer, etc. Donc, il va falloir pouvoir apporter le bon produit en fonction de la demande et de l'utilisation qui en sera fait. Bon, pour le contexte, je peux m'arrêter là et je compléterai tout à l'heure en fonction des différentes interventions, mais un secteur qui souffre plus qu'on le pense, certains en tout cas, et qui n'est pas très enclin à investir. En tout cas, c'est leur déclaration. Là, c'était ce dernier baromètre, là, les deux tiers des entreprises qui avaient annulé leur projet d'investissement, c'était mi-mai. Voilà. Ok, merci pour ces éléments, Françoise. Philippe, est-ce que tu veux donner ta vision sur Oui, cette alors trois points que je vais évoquer et sur lesquels je vous donnerai quelques éléments qui sont en fait des éléments pour deux d'entre eux, les deux derniers, pas spécialement nouveaux, mais qui connaissent une accélération très forte. Le télétravail, lui, est un peu plus innovant dans le contexte. On a vu au cours de cette crise, donc ces trois, enfin beaucoup de facteurs, mais ces trois-là sont les trois majeurs à mon sens, qui peuvent changer la nature ou faire évoluer la nature du marché alimentaire. Le premier, c'est le télétravail, alors que j'appelle là de masse. Évidemment, on ne télétravaillera pas autant maintenant et à la rentrée qu'on l'a fait pendant le confinement, mais en tout cas, on télétravaillera très nettement plus qu'avant la crise, parce que plus aucun argument ne peut être porté par un manager pour empêcher ses équipes de télétravailler. On a su le faire dans toutes les conditions les plus difficiles, les uns et les autres, et donc ces arguments contre tombent. Donc le télétravail va se développer par rapport à avant de façon forte. Or, le télétravail, il a des conséquences alimentaires très nettes. La première conséquence, c'est le déplacement de la consommation. On l'a vu dans beaucoup de zones du territoire. Je vais prendre un exemple très simple qui est celui de Paris. Sur les arrondissements 1, 6, 8 et 9, au démarrage du confinement, alors même que les restaurants étaient fermés, ces quatre arrondissements ont connu un chiffre d'affaires retail en négatif. Alors même que d'autres zones, par exemple dans le 93 ou dans le Val-de-Marne, connaissaient une croissance de chiffre d'affaires très supérieure à la moyenne nationale. Évidemment, on se met à consommer dans les lieux d'habitation, alors que depuis 20-30 ans, la consommation s'était petit à petit déplacée vers les lieux de bureaux. Et donc, ce redéplacement de la consommation dans les zones d'habitation amène un mouvement au niveau du commerce, mais ça amène in fine aussi un mouvement au niveau de ce qu'on consomme. Forcément, on consomme moins de sandwichs, moins à la cantine, plus de pâtes, plus de produits qu'on va cuisiner chez soi. Donc là, il y a un enjeu. Ce qui veut dire aussi qu'il y a, au premier regard, moins de services, au sens classique du terme, de la restauration par exemple, et plus de fait maison. Mais on l'évoquera sans doute, le fait maison peut être également plein de services, mais pas nécessairement les mêmes. Donc un effet télétravail qui peut être très significatif dans l'évolution de la consommation. Le deuxième, qui est très fort, c'est l'accélération digitale. Là, je crois qu'on est en train de faire le bilan un peu partout, mais on a incontestablement gagné 3-5 ans peut-être d'acquisition digitale, d'habitude digitale au niveau des consommateurs. Un chiffre qui est à l'écran, 2,5 millions de ménages sont rentrés dans le e-commerce alimentaire et qui n'y étaient pas avant, notamment des populations un peu plus âgées, des seniors, etc., qui ne fréquentaient pas encore la livraison à domicile ou le drive. Il faut savoir qu'en alimentaire, le canal majeur, c'est le drive. 2,5 millions, c'est pas loin de 10% des ménages. Et j'ai une statistique toute fraîche qui date de la fin de semaine dernière. En fait, on est passé sur la notion de taux de pénétration de la population française sur le e-commerce alimentaire. On est passé de 25% avant le confinement à 38%. Vous voyez le saut dans le futur que ça a représenté, c'est absolument majeur. Bien sûr, tout le monde ne va pas rester avec la même fréquentation de ces circuits digitaux. On voit bien que les drives notamment étaient entre plus 80 et plus 100% de chiffre d'affaires pendant le confinement, ils sont plutôt à plus 30. Enfin, le plus 30, c'est quand même très très supérieur à ce que c'était avant.
Les conséquences, là, elles sont à 3 niveaux. Une première, très rapidement, c'est qu'un drive, vous avez beaucoup moins d'offres que dans un magasin physique, dans un hypermarché physique, et donc il y a une concentration de l'offre, probablement sur moins d'acteurs, et c'est un enjeu, notamment pour des produits locaux. Le deuxième enjeu, mais je ne le détaillerai pas là, c'est un enjeu de développement, parce qu'évidemment, quand on passe de 25% de pénétration à 38%, le potentiel de développement de ce canal dans un certain nombre d'agglomérations qui ne disposent pas ou peu de drive, ou en tout cas pas de drive très efficace économiquement, ce seuil de rentabilité baisse considérablement. Et donc, moi, je m'attends à un fort développement des circuits drive qui lui-même va entraîner une acquisition encore plus forte du digital. Le troisième élément, qui pour moi est le plus important et le plus diffus, en fait, le moins palpable, c'est l'accélération du marketing digital. Parce que il faut avoir en tête qu'on a gagné, on est passé de 25 à 38% de taux de pénétration. Et il faut savoir que les clients qui fréquentent du drive ou du e-commerce, ce sont des clients pour lesquels les commerçants, ce sont des clients qui sont parfaitement qualifiés dans les bases de données. On peut leur adresser de la communication puisqu'on a leur mobile et leur mail. En général, il y a les deux. Donc, 100% des clients qui fréquentent ces magasins sont atteignables par du marketing digital. Il faut savoir que dans les canaux classiques, hypermarché, supermarché, on est plutôt de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que 80% des clients présentent une carte de fidélité et 30% de ces cartes de fidélité sont réellement qualifiées avec une adresse ou un mail, une adresse mail ou un téléphone qui sont valides. Et donc, vous voyez que la réalité, c'est que les bases clients activables par ces commerçants ont probablement, évidemment ça dépend de la qualité de chaque commerçant, mais ont probablement augmenté de l'ordre de 40%, pas seulement pour un site drive ou pour un site e-commerce, mais également pour un hypermarché, par exemple. Et donc, les coûts du marketing digital, qui sont toujours relativement élevés au départ, peuvent là aussi être écrasés par une base client qui est très nettement plus importante qu'elle l'était avant. Le troisième facteur, j'appelle la crise de la demande, c'est en fait celle du pouvoir d'achat. Beaucoup de papiers très récents commencent à s'en inquiéter, il était temps. Et encore, aujourd'hui, le sujet n'est pas si prégnant que ça parce que l'essentiel a été couvert par des mesures de chômage partiel, mais qui sont petit à petit débranchées. Donc, on peut s'attendre à des effets assez délétères à la rentrée, notamment aussi parce qu'entre deux, on a des risques de défaillance d'entreprise. Mais je vais rester sur un chiffre qui est assez affolant. C'est que pour le quintile des Français aux revenus les plus faibles, 65% de leurs dépenses sont préengagées. Ce qui veut dire que, donc c'est les abonnements, hein, c'est le logement, c'est le transport, etc. Abonnement de téléphone, Netflix, enfin vous passez, il y a des choses plus ou moins importantes, mais en tout cas c'est abonné. Et donc ces consommateurs-là, lorsqu'ils ont 1 000 € éventuellement de revenus, en fait, il y en a 650 qui disparaissent dès le premier du mois et ils font le mois avec 350. Ces 350 € sont habituellement répartis en gros moitié-moitié entre l'alimentaire et d'autres sujets, les loisirs, etc. Si ce revenu de 1 000 € baisse de 10%, parce qu'en moyenne, c'est ce qu'on s'attend à avoir avec une baisse de PIB de 10%, et vous savez comme moi que c'est très variable suivant les populations. Évidemment, pour ceux qui vont se retrouver au chômage, la baisse va être plus forte. Mais 10%, eh bien, les 650 de préengagés restent. Donc les 350 deviennent 250. Ce que je veux dire là, c'est que pour 20% de nos compatriotes, 10% de baisse de revenus, c'est en fait une baisse du pouvoir d'achat réel perçu de celui qui est arbitré de plus de 30%, de près d'un tiers. Et donc la pression sur l'alimentation va être extraordinairement violente, puisque, bien sûr, les loisirs, on ira encore moins au cinéma qu'avant ou au restaurant qu'avant, mais la pression sur le prix de l'alimentation va être extrêmement forte pour ces clients-là. Et donc, on va avoir une polarisation encore plus marquée de la consommation qu'on vivait déjà depuis quelques années, mais de façon très, très marquée et sans faire de politique aucune. Mais le vote d'hier est très frappant d'ailleurs, d'un vote finalement très massif vers, pour des raisons qu'on peut par ailleurs comprendre, mais qui est un vote des métropoles, celles qui sont relativement protégées
je dis bien relativement, hein, par rapport au schéma que j'évoque. Donc avec une consommation qui se veut très, très vertueuse, très vers le mieux pour une partie de nos compatriotes, et une autre qui est extrêmement en tension sur des sujets de pouvoir d'achat et qu'on voit majoritairement dans les banlieues, encore très récemment, sur des cas de figure qu'on a vus dans des magasins Lidl ou des magasins de discount. Voilà un peu la situation. Ok, je vous remercie tous les deux donc, pour ce panorama du contexte. Ce que j'en retire en quelques mots, quelques chiffres, donc c'est que on a une industrie agroalimentaire qui a globalement vécu un retrait, un recul d'activité, même si effectivement on a certains acteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. C'est justement pas uniforme, ça c'est aussi un point assez important. On a aujourd'hui une politique d'investissement qui a plutôt été, on va dire, ralentie par ces acteurs en défense. Ce qui malheureusement ne correspond pas à ces deuxièmes éléments de contexte que vient de nous donner Philippe, puisque en face, l'investissement devrait en fait être plutôt accéléré, puisqu'on a des changements profonds au niveau du lieu. Les gens sont chez eux, donc effectivement le food service doit se réinventer. Des changements également au niveau de la connaissance, et ça c'est pour le coup plutôt intéressant, puisque on va dire qu'il y a un lien plus fort qui s'est créé, et je trouve que ce passage au e-commerce alimentaire est quand même incroyable. Cette marche qui a été passée était impensable il y a encore quelques semaines. Et puis, dernier point, et je trouve que tu l'as très bien illustré, je te remercie Philippe, cette problématique du reste à vivre qui nécessite, alors qu'on est sur un besoin primaire quand même, l'alimentation, de trouver des choses un petit peu différentes. Et donc, du côté de l'offre, du côté des entreprises, également s'adapter, quoi. Donc, ça nous permet d'arriver sur notre première question. Justement, c'est aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, comment s'adaptent les acteurs sur ce nouveau terrain de jeu? Et ça, c'est une question qu'on a voulu poser notamment à toi, Laurence. Oui, alors pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe et peut-être compléter un peu au niveau des tendances qui nous impactent, nous, industriels de l'agroalimentaire, on constate aujourd'hui chez nos consommateurs une prise de conscience, mais vraiment encore plus forte qu'avant, de l'impact qu'a leur consommation sur leur santé, probablement aussi, comme le disait Philippe, sur leur niveau de vie, et puis de plus en plus sur leur environnement. Et dans ce contexte post-Covid, enfin déjà pendant le Covid et puis là post-Covid, en fait, on se rend compte que encore plus qu'hier, nos consos recherchent du local, du bio, de la naturalité, de la durabilité. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, il y a une question de niveau d'achat derrière ça, mais en tout cas pour tous, ils veulent de la transparence et ils veulent être rassurés sur ce qu'ils mangent. Donc, c'est des sujets sur lesquels, évidemment, toute l'industrie travaille déjà, et en particulier chez Bonduelle, c'est des sujets qu'on adresse depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, 95% de nos recettes sont sans conservateur. On a déjà 25% d'entre elles qui n'ont plus d'additifs du tout. Mais on sent que l'attente du consommateur nous conduit à aller plus loin, à accélérer. Pour vous donner peut-être un petit exemple concret, la semaine dernière, on a fait un test conso pour évaluer un nouveau concept à base de végétal, évidemment. Et en fin de session, on était dans une configuration un petit peu de type focus group. On leur a demandé à nos consommateurs quelles étaient les choses importantes à noter sur le packaging. Et assez étonnamment, ils nous ont donné en premier le fait que ça ne contenait pas d'additifs. Et en second, ils nous ont demandé d'indiquer en énorme le Nutri-Score. Et c'est des choses qui sont quand même plutôt nouvelles. Il y a quelques mois de ça, on aurait plutôt eu des réponses qui sont focusées sur un ingrédient qui les a interpellés, une recette qui leur donne envie. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des produits de santé. Et évidemment, le fait de faire des bons produits, c'est ça qui conduit à l'achat et au rachat. Mais néanmoins, on sent bien qu'il y a une accélération qui se profile dans ce domaine-là. Et innover pour nous, ça va passer par là. Après, dans ce contexte aussi, et à l'écoute de nos consommateurs et des tendances qui apparaissent au niveau de l'environnement notamment, on se rend compte que ce moment peut être aussi pour nous l'opportunité
d'aborder des sujets un peu plus sensibles avec des consommateurs qui vont être plus réceptifs, en fait. Là, je pense à la problématique du plastique. Comme vous le savez, la majorité de nos produits sont emballés dans du plastique et malgré tout le travail qu'on fait à la fois dans la réduction des grammages des emballages, à la fois dans le fait de concevoir des emballages recyclables et maintenant d'incorporer aussi beaucoup de matériaux recyclés à l'intérieur pour boucler la boucle et aller plus vers une économie circulaire, le consommateur jusqu'à présent était assez peu sensible à tout ça et rejetait plutôt le plastique en bloc. On parlait de plastic bashing. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est plus anxieux de ce qu'il consomme et il va se rediriger vers des produits emballés. Et c'est un sondage qu'on a partagé avec Françoise qui a été émis par l'IFOP qui nous dit qu'avant le Covid, un tiers des consommateurs déclaraient réduire les produits avec emballage qu'il achetait. Et quand on réinterroge aujourd'hui ces mêmes consommateurs, 40% disent qu'en fait, ils réachètent des produits emballés et c'est ça qui les rassure. Mais néanmoins, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de vraiment leur expliquer ce qu'on fait et de leur dire qu'il peut exister des plastiques vertueux. Donc ça, c'est aussi un point fort de cette crise. Il ne faut pas qu'on loupe cette occasion, nous, de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Top, je te remercie, Laurence. Alors, tu as utilisé plusieurs fois le mot opportunité. Moi, c'est un mot qui m'est assez cher. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quand même que cette relation permanente que vous avez avec les clients et qui évidemment permet de valider, et une question a été posée, et elle est parfaitement légitime, de valider que l'essentiel, l'indispensable, c'est que le produit soit bon. Mais elle permet aussi, elle est très importante pour ces pivot qu'on va pouvoir peut-être aborder maintenant. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est peut-être ce qui sera encore plus facile demain, il faut que la liaison entre, on va dire, le producteur, l'industrie en général et le consommateur soit toujours plus importante, quoi. C'est clair. Ok, merci. Xavier, de ton côté, chez Seb, comment tu as vécu cette période ? Mais, à deux niveaux, c'est également, moi je le vois également comme une opportunité, pour reprendre un mot qui était cher, un niveau interne et un niveau externe. Je m'explique. Sur le niveau interne, en fait, Seb, j'aime bien le rappeler, le leader mondial du petit électroménager, mais c'est également convention collective de la métallurgie. Donc on est dans de l'industrielle lourde, un vrai leader français, mais pour revenir sur la notion de télétravail avant le confinement, ça mettait un certain temps à se mettre en place. Je ne dis pas qu'il y avait des acteurs réfractaires, mais on ne croyait pas forcément que ça pouvait fonctionner. C'était compliqué, il fallait un avenant au contrat de travail, ce n'était pas tous les jours de la semaine. Enfin voilà, c'était un sujet qui mettait son temps à avancer. Je rejoins ce que disait Philippe d'une certaine manière, quand on dit on a avancé, on a gagné sur certains sujets 3 à 5 ans, évidemment sur le digital, mais je pense aussi sur l'impact dans les organisations, sur la prise de conscience et sur un vrai lâcher-prise qu'ont dû faire les organisations. Parce que là, finalement, sans en avoir le choix, sans pouvoir faire quoi que ce soit, j'ai envie de dire, on a dû mettre quasiment 100%, alors ça n'a pas été 100% parce qu'il y a eu évidemment des acteurs qui ne pouvaient pas télétravailler ou les conditions n'étaient pas réunies, mais pour toutes les personnes, on va dire, éligibles à un télétravail, dont le poste et les responsabilités le permettaient, se sont retrouvés 5 jours sur 5, voire limite 7 jours sur 7 en télétravail. Et donc ça, c'est vraiment un point nouveau où l'industriel ou l'acteur, on va dire, économique s'est fait un peu, voire complètement forcer la main, a découvert et a pu, j'ai envie de dire, faire une formation accélérée sur les risques, les avantages. Alors, je ne dis pas que tout est à reprendre, enfin, tout est à prendre tel que c'est-à-dire qu'il va y avoir un rééquilibrage qui va devoir se faire. On ne va pas laisser tout le monde 5 jours sur 5 en télétravail. Ça n'a pas marché non plus pour tout le monde. Je pense que voilà, c'est bien beau de dire le télétravail, c'est super, mais il y a des choses où il faut rééquilibrer, mais ce lâcher-prise, il a eu lieu. Donc, une fois qu'il y a eu le lâcher-prise, c'est vrai que les organisations en prennent conscience. Moi, je suis convaincu que ça va se rééquilibrer avec 2 à 3 jours quand même
on va dire, en travail présentiel, parce qu'on s'aperçoit aussi l'importance du contact, du non-verbal, qui est parfois difficile à travers toutes nos conférences téléphoniques. Mais en tout cas, plus personne, et c'est ce que disait Philippe, pourra dire le télétravail, ça ne marche pas, ou voilà. Oui, ça fonctionne et donc on peut y aller. Mais à nouveau, pour un groupe industriel comme SEB, c'est une vraie innovation, c'est une vraie révolution et je pense que beaucoup d'acteurs l'ont senti. Des vraies équipes qui travaillaient en remote, comme on disait avant chez SEB, il n'y en avait qu'une, c'était à peu près la mienne, parce qu'on avait des acteurs un peu partout, à droite, à gauche en France, et on cherchait des experts de leur domaine là où ils étaient pour travailler sur nos sujets. Le deuxième, j'ai envie de dire, impact très fort, et là, on a eu un peu plus d'explications de Laurent sur la partie consommateur. Le consommateur s'est retrouvé effectivement, alors certes, à changer ses habitudes de consommation, puisqu'il consomme plutôt sur son lieu de résidence que sur son lieu de travail, mais moi, il répond toujours, enfin, ou une de mes missions, c'est de répondre à une question qui m'est chère, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange ce soir ? Jusqu'à présent, cette fameuse question « qu'est-ce que je mange ce soir ?» un acteur se la pose, on va dire, 22 à 25 minutes avant de rentrer, avant de passer à table, je veux dire, en rentrant chez lui, en ouvrant le réfrigérateur, et voilà. Ben là, pendant cette phase, cette période, il a dû se la poser 2 fois par jour. Et c'est bête ce que je dis, mais quand on est une famille de 5, ça fait tout de suite 10 repas par jour. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est un petit restaurant, mais en gros, il faut mettre en place une organisation qui va sur toute la chaîne de valeur. Parce que, bon, préparer le repas, c'est une chose, mais on voit bien, et on l'a vu à travers certains chiffres, la première étape, c'est l'inspiration. Le « qu'est-ce que je mange ce soir ?» c'est finalement, voilà, quelle recette je vais faire, quelle recette je vais pouvoir faire en fonction de mon contexte et de mon profil, de mes connaissances, de ce que j'ai dans mon réfrigérateur, etc., de ce que les enfants aiment. Et donc ça, on l'a vu, des sites, je crois, comme Marmiton, on fait des plus 300% en termes d'audience. Donc on voit bien, nous, chez SEB, on a toute une application qui s'appelle Foodle, qui a vocation à répondre à ça. On a un livre de recettes qu'on a rendu gratuit. En fait, les gens peuvent créer leur livre personnalisé sur mon livre Foodle. Et en fait, on l'a rendu gratuit pendant le confinement en disant, voilà, pour que les gens puissent récupérer des recettes. Concrètement, on a vu une explosion des téléchargements. On s'est retrouvé à 5000 livres qui ont été faits dans la semaine le jour où on l'a rendu gratuit pour que les gens puissent s'inspirer et découvrir de nouvelles recettes. Donc, il y a vraiment eu un besoin de cette partie inspiration. Après, on l'a vu sur l'étape d'après qui est l'approvisionnement. Ça a changé. Et puis, la préparation. Alors, la préparation, il y a eu aussi du positif quand même dans cette phase parce qu'on s'est retrouvé sur des moments en famille. On s'est retrouvé, beaucoup de gens ont parlé de transmission. Ah, j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner avec mes enfants. J'ai retrouvé le plaisir que ça pouvait, le plaisir que pouvait être, on va dire, le fait de cuisiner, de partager un bon moment, convivial ensuite, etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu de nouvelles expériences qui ont été vécues par ces utilisateurs, plus ou moins forcés, et que là aussi, il va y avoir des changements durables, on va dire, de nos consommateurs qui vont vouloir, pour rejoindre ce que disait Laurence, les préoccupations ont accéléré, je veux manger local, je veux manger… Alors, on verra qu'est-ce qui va rester dans le temps. Moi, c'est un petit peu la question que j'ai encore, c'est que là, on sent qu'il y a eu cette contrainte, il y a eu cette envie. Est-ce que durablement dans le temps et à quel niveau, on va dire, quelle sera la rémanence? Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, il y a clairement eu cette modification qui a eu lieu pendant le confinement. Alors, ce qui est assez incroyable quand même, et en t'entendant, je trouve que ça ressort beaucoup, c'est que cette crise, elle est quand même allée nous ramener aux fondamentaux les plus primaires, quoi. On pourrait se dire que finalement, qu'est-ce que je mange ce soir? C'est une question qui est devenue presque secondaire par rapport aux vies des uns des autres. Mais non, en fait, il ne faut pas oublier que c'est la base de tout. Et c'est ce qu'on a bien. Alors, on a beaucoup de points qui ont été illustrés par vos témoignages, Laurence et Xavier, qui avaient été donnés en éléments de contexte par Françoise et Philippe. Donc, Françoise, justement, Philippe, comment vous voulez réagir un peu à ces témoignages d'industriels? Françoise? On en a eu de similaires et on a remarqué que les industriels, souvent, c'est des entreprises matures et on a l'impression que c'est un peu un paquebot qui est un peu difficile à conduire et on dit toujours c'est difficile de changer de cap, etc. Mais beaucoup se sont
adaptés. Je peux vous donner des exemples, mais par exemple, je pense à ça parce que tout à l'heure, Philippe disait oui, du coup, on a mangé moins de sandwichs, etc. Il y a une boîte qui s'appelle Sodebo qui est beaucoup sur le prêt-à-manger, vous savez. Ils se sont mis à faire de la livraison à domicile à Nantes. Donc voilà, c'est pas du tout dans l'esprit d'une entreprise industrielle, et pourtant ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette crise, elle a fait tomber toutes les barrières. C'est-à-dire qu'on était très cloisonnés dans notre activité, dans la façon dont on pensait notre activité. Et finalement, la crise nous a forcé les industriels à repenser la façon de s'organiser, de commercialiser, d'avoir ce contact avec le consommateur. Et on voit que ce sont des idées qui étaient souvent proposées par des startups. Et en fait, ils y sont allés eux aussi. Et en un temps record parce que forcés, poussés par l'actualité. Donc, ça laisse présager sans doute pas d'un changement totalement de l'organisation, mais peut-être d'une ouverture des entreprises à de nouveaux modes de fonctionnement. Et il sera intéressant de voir comment ils vont gérer. Est-ce qu'ils vont gérer en interne ou est-ce qu'en effet, ils vont s'appuyer sur des expertises externes, notamment celles des startups qui sont déjà actives sur le sujet. Oui, j'ai l'impression que pour s'adapter, les gens ont osé. Ils ont osé des choses qui étaient jusqu'à maintenant des fois complètement impossibles. Et maintenant, ce qu'il faudra voir aussi, c'est la façon, je rejoins un peu ce que disait Xavier à l'instant, la façon dont ces prises d'initiative, dont ces prises d'audace, peut-être des fois, vont être maintenues dans le temps. Philippe, toi, tu en penses quoi de ces témoignages? Quel est ton retour? J'en pense, alors d'abord, il faut, quand on analyse ce qui vient de se passer et ce qui est en train de se passer, il faut vraiment faire l'effort, et c'est très compliqué, de distinguer ce qui relève des effets conjoncturels de la crise et de ce qui relève des éléments d'évolution de fond de la consommation. Je dis ça parce que la réalité, quand on analyse la consommation sur du très long terme et qu'on regarde les mouvements de consommation, en fait, elle tient toujours à deux choses. Ça tient toujours à deux choses. C'est l'évolution socio-démographique qui écrase tout et qui se conjugue avec de l'innovation, de la vraie innovation. Sans voiture, il n'y aurait pas eu d'hypermarché, par exemple. Sans micro-ondes, il n'y a pas de plat préparé, etc. etc. Donc c'est ça les deux facteurs. Tout le reste n'est en réalité que des éléments conjoncturels. Et la crise qu'on a connue n'a aucun effet ni sociodémographique, ni d'innovation, puisqu'il n'y a pas eu d'innovation. Les innovations existaient avant. Par contre, il y a une accélération de l'adoption de ces innovations. C'est ce que j'ai évoqué avec le digital. Et donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur les questions tendance de fond, du bio, de la transparence, etc., ce sont des choses qui existent, ou du moins qui émergent depuis une bonne dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, évidemment dans un moment très contraint de confinement, avec tous les discours anxiogènes qu'on a. Ces tendances-là, qui étaient en croissance très nette depuis longtemps, ont eu un écho particulièrement fort. Mais si vous voulez, il ne fallait pas, au moment du confinement, non plus imaginer que ça allait être le grand soir du bio et du circuit court, bien que les médias nous aient beaucoup martelé ce discours-là. Il ne faudrait pas non plus, en ce moment, croire que c'est la fin. Hier encore, un article est sorti je crois que c'est sur France 3 d'ailleurs, un article assez long, qui en gros expliquait presque la fin des circuits courts, parce que les agriculteurs qui ont fait du circuit court pendant le confinement sont à moins 70 en chiffre d'affaires par rapport à avant. Ben non, ils ont eu un pic pendant un moment parce qu'on était en consommation contrainte. Il n'empêche que la consommation en circuit court au sortir de la crise restera plus forte que l'année dernière, parce que la tendance de fond continue. Donc ça, je crois que c'est très important. Je ferai un peu le même parallèle avec les sujets serviciels et notamment de restauration dont on n'a pas encore énormément parlé. Évidemment, on va beaucoup moins au restaurant en ce moment, on n'y a pas été pendant 3 mois ou 2 mois, et là on y va très peu aussi pour des raisons de contraintes, y compris des peurs de pouvoir d'achat, mais quand même, sur les 20 dernières années, la part des repas pris hors domicile a augmenté de 10%. Donc, les ménages, structurellement, parce qu'ils vieillissent, parce qu'en structure longue, le pouvoir d'achat est quand même plus important et que la tendance de fond de la consommation et de la société en général est de plus en plus servicielle, on prendra de moins en moins son repas à domicile et on le fera de plus en plus à l'extérieur. Mais là, il y a un coup d'arrêt. C'est comme si on gravissait une montagne, qu'on est tombé, vous voyez, on est tombé d'une falaise et ben on va la regravir.
Donc, ça va repartir là-dessus. Et sur les sujets de faits à domicile, c'est très intéressant là aussi, parce que souvenez-vous, au moment de la crise des subprimes et ce qui s'en était suivi, il y a eu un mouvement, notamment, je ne sais pas si Seb en vendait, je crois que oui, mais sur les machines à pain. C'était le grand moment des machines à pain. Ça y est, on allait faire le pain chez soi. Pour des contraintes d'abord de pouvoir d'achat à l'époque, qui était de se dire bah, ça va être moins cher. Enfin, il y avait ce mouvement des machines à pain, aussi d'autres produits qui sont développés. Bon, la plupart des machines à pain ont quand même fini sur le bon coin parce que le pain du boulanger, il est quand même meilleur et en réalité, il est moins cher parce que si on fait l'analyse de la valeur globale, il est quand même c'est son métier, quoi, donc c'est quand même moins cher. Ben là, on s'est remis à faire la cuisine parce qu'on était contraint, parce qu'on était en famille. Cette contrainte, elle va disparaître mécaniquement aussi avec le temps. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer s'il n'y a pas de deuxième vague. Donc, il y a des choses qui vont rester. C'est-à-dire que la consommation un peu chez soi, le fait chez soi, un peu ludique, un peu familial, qui remplace aussi une forme de jeu de société, finalement, elle peut rester et c'est tant mieux. Mais il ne faut pas croire qu'on on va se remettre à la cuisine. C'est factuellement faux. Et je terminerai juste par un autre chiffre qui me frappe beaucoup sur les sujets de cuisine, parce qu'à un moment donné, ça va nous toucher. En 20 ans, 2000-2020, c'est une réduction de la taille des ménages de 10%. Et donc, je l'ai dit, 10% des repas qui sont passés, une baisse de 10% des repas pris à domicile. Ce qui veut dire que la productivité des matériels qu'on a à la maison a baissé de 20%. On est de plus en plus équipés dans nos cuisines pour faire 20% de repas en moins. C'est une question qui, économiquement, va se poser. Il y a un blanc, c'est que je n'ai pas répondu à la question. Non, c'est que tu lances un autre débat et je n'ai pas envie d'entrer dedans. Mais cela dit, pour répondre à ça, juste, c'est effectivement, on a de plus en plus le développement des robots multifonctions et des produits qui font énormément de choses parce que la place dans les cuisines réduit et qu'effectivement, les gens ont envie de faire plus de choses. Et d'ailleurs, les gens n'achètent plus un appareil, ils achètent souvent une garantie du résultat ou un univers des possibles. C'est-à-dire ils sont ravis d'acheter 300 recettes plus que d'acheter une cocotte minute ou voilà. C'est assez intéressant, effectivement, c'est une évolution. Ok, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie. Effectivement, ce que tu dis là, Xavier, en tout dernier point, c'est ça, c'est que ça va aussi sur l'achat de services, l'approche servicielle dont on parlera un peu après. Maintenant, effectivement, les gens vont plus forcément chercher le produit, les services sont plus mis en avant. Donc, on en vient à notre prochaine question. Startup dans toute cette question d'agilité et d'adaptation aux consommateurs. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant puisque on a d'un côté ces industries mais qui avancent avec agilité, on vient de le voir, et d'autre côté, on a ces hyper créatifs qui eux ont plein de bonnes idées et qui ont besoin de se trouver, peut-être de trouver le lien avec les industriels. Denis, toi, comment tu vois les choses du côté de Mille Cantines et notamment par rapport à ce food service dont on... Je te prie de m'excuser, mais je n'ai pas compris la fin de ta question. Ah, excuse-moi. Comment toi, du côté de Mille Cantines, tu vois les événements? Comment aujourd'hui, par rapport à ce food service qui est en train de se transformer, tu peux apporter une réponse? Alors, déjà, je voudrais compléter le propos de Philippe Guetzmann sur le fait qu'effectivement, moi j'ai eu une discussion il y a à peu près 3 semaines avec le directeur innovation d'un des géants mondiaux de la restauration collective qui a effectivement constaté que le digital et les propositions qui étaient faites des startups allaient quand même gagner 3 ans sur l'acceptation de nos propositions. Donc ça, c'est effectivement un élément majeur. Malheureusement, d'un mal ressort souvent un bien. Et ensuite, donc, pour ce qui concerne effectivement l'industrie, le métier de ces prestataires de restauration collective, c'est vrai que nous, il y a eu un arrêt le 16 mars qui a été violent, avec une reprise qui ne s'est toujours pas manifestée. Il y a très peu de reprises dans cette profession. Aujourd'hui, les gens se cherchent pour savoir un petit peu comment en septembre ils vont pouvoir reprendre dans de meilleures conditions.
Donc, en ce moment, c'est plutôt de renégocier les contrats avec les clients puisque la prestation ne se fait plus. C'est également peut-être d'entrevoir des plans sociaux. C'est donc économiquement extrêmement difficile pour ces prestataires. Dans le même temps, eh bien, le télétravail donc, a pris une place importante. Elle risque de perdurer pour partie sur cette rentrée. Du coup, les prédictions vont être extrêmement compliquées puisque jusqu'à présent, il y avait un élément statistique qui permettait d'une année sur l'autre d'arriver à faire les préparations, ce qui ne sera absolument plus le cas pour la suite de l'histoire de la restauration collective. Et en fait, on va dire que la pièce de monnaie est sur la tranche en ce moment. Pile, je me contracte, j'essaye de trouver des économies par rapport aux pertes financières que j'ai subies sur 6 mois finalement, puisque 16 mars, début septembre, on est presque à 6 mois d'inactivité. Et donc, du coup, dans les valeurs d'économie, je mets de côté l'innovation, ce qui, à mon sens, risque d'être mortifère pour la suite de cette activité. Et face, eh bien, je prends ça comme une opportunité et je me transforme pour eh bien, me préparer à la suite de cette restauration collective. D'autant que nous, on a une vision de cette restauration collective qu'on prône depuis déjà plus de 3 ans, sur laquelle on pense que les selfs tels qu'ils existent aujourd'hui en France, pour partie, risquent de disparaître. Alors, au profit de quoi? Eh bien, de self virtuels. Ça ne sert plus à rien d'avoir un self physique quand on peut le transformer en un self virtuel. Et quand le self est virtuel, on ne peut pas gaspiller. Et sur ce principe-là, et ça rejoint aussi ce que disait la maison Bonduelle, c'est que les gens veulent de plus en plus de transparence. Du coup, le digital permet de donner des informations que l'on ne peut pas obtenir sur un self physique, comme un Nutri-Score, une valeur calorique, un suivi nutritif, des informations sur les allergènes, une rénovation d'un lien entre la cuisine et le convive qui s'était un peu étiolé et qui, par le digital, permet de pouvoir eh bien, mettre une notation, mettre un commentaire. Et tout ça donc, est déterminant donc, pour, à mon sens, la suite de l'histoire. Mais pour le moment, on n'a pas la réponse. On ne sait pas du tout de quel côté la pièce va tomber. La seule chose qui, aujourd'hui, est une aide un petit peu supplémentaire, c'est ce qui vient de se passer au niveau des municipales, où on a une vague verte quand même qui est en train de poindre. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération qui a de nouvelles aspirations et que, du coup, j'espère que ça fera réfléchir le monde économique pour l'amener à se transformer pour eh bien, répondre aux aspirations du marché. Sachant que quand on voit qu'aujourd'hui, la loi Egalim, qui en 2022 va vraiment contraindre des actions de réduction sur le gaspillage alimentaire, eh bien, est très peu appliquée, ou en tout cas à la marge. On attend vraiment que la loi soit vraiment applicable pour le faire. Et quand on voit que sur la Convention citoyenne, dans les propositions, il est demandé qu'une préparation doit répondre à une commande réelle, tout ça fait que le digital, l'habitude de réservation va devenir, on l'espère, une norme de façon à eh bien, répondre à de nouvelles normes écologiques futures. Oui, oui, et puis c'est vrai que c'est assez intéressant ce dernier point donc, sur le cadre réglementaire. Quand on a préparé ce webinaire, tu nous l'as précisé et je te remercie, puisque effectivement, loi Egalim, convention citoyenne, enfin, on sent que jusqu'à maintenant, c'était des bonnes pratiques, c'était des idées justement innovantes. Ces idées innovantes, elles ont été prises en compte par, on va dire, par les pouvoirs publics et elles sont maintenant devenues des standards, quoi. Oui, en tout cas, elles sont en phase de devenir des standards. Oui, sauf que si on a justement eu une défiance de la politique actuelle au profit de nouveaux personnages qui se sont inscrits dans cette nouvelle politique, c'est qu'il y a une défiance. Ça fait un moment qu'on essaye de changer les choses et ça fait un moment qu'elles restent à la marge. Donc, du coup, par lassitude, on voit bien qu'il y a des votes qui ont complètement différé on va dire, du contexte de la politique, de tous ceux qu'on connaissait depuis plus de 20-30 ans et qui étaient au pouvoir. Donc, il est vrai que
Moi, pour avoir discuté avec le secrétaire général du Palais de la Présidence, j'avais eu cette chance de déjeuner avec lui. Il m'a dit, voilà, on n'a pas vu arriver les Gilets jaunes. On ne veut pas une deuxième fois se retrouver en difficulté sur cette vague verte. Mais pour autant, c'est un déjeuner que j'ai eu en juillet 2019. Il n'y a pas eu une grande évolution. Donc, il y a une inertie en politique qui les met ensuite en difficulté. Il faut espérer que le monde économique n'ait pas cette inertie parce qu'elle aura les mêmes problématiques. Bien sûr. OK. Merci. Merci, Denis. Laurence, donc on sent bien dans le discours de Denis l'agilité des startups et leur capacité à rebondir rapidement face aux évolutions de leur écosystème. Ne serait-ce pas un levier supplémentaire pour vous pour construire demain ? Ah ben c'est sûr. Alors, ça pourra vous surprendre, mais c'est vrai que pendant la crise, nous, les processus s'étant un peu allégés pour coller à cette nouvelle réalité, les équipes sont devenues un peu plus proactives, un peu plus autonomes, un peu plus agiles. Et même des grands groupes comme nous se sont sentis tout d'un coup plus légers. Et c'est clair qu'on a envie, nous, de conserver cette agilité. Et sans doute que collaborer avec des startups peut nous aider à maintenir cet état d'esprit, à maintenir cette façon de travailler qui remet en question aussi pas mal de choses chez nous, où d'habitude les procédures sont plutôt séquentielles et où on ne passe pas à une étape suivante sans avoir validé la précédente, etc. Et donc là, depuis cette crise, on se met à travailler différemment. Et on en constate pas mal d'effets positifs. Donc, avec les startups, en fait, on veut poursuivre et on veut continuer à avoir des gens agiles à nos côtés pour rester dans le même mindset. Et bien sûr, sur quel domaine on réfléchit avec eux, c'est celui du food service. On a très clairement dit depuis le début de cette session qu'il y avait des solutions à trouver et que c'était un domaine qu'il fallait réinventer. Et pour ça, nous, on a décidé de travailler avec des startups du domaine, donc qui ont aussi pas mal souffert pendant la crise. Et on espère avec elles développer de nouvelles offres, peut-être nouveaux services, pour en fait se co-relancer mutuellement dans ce secteur-là, en s'appuyant sur des compétences qui sont complémentaires dans nos deux types de structures, en s'appuyant aussi sur des méthodes peut-être un peu plus agiles, un peu plus smart test and learn, et on espère qu'ensemble, du coup, on trouvera des solutions qui seront profitables pour nos deux structures. Donc, on sent une vraie envie. Ouais. Parfait. Je te remercie, Laurence. Xavier, un mot, toi, par rapport à Seb et votre approche ? Oui, de notre côté, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des mots qui étaient déjà utilisés régulièrement, on va dire, dans l'entreprise. Je pense à Open Innovation, je pense à approche servicielle, je pense à écosystème, qui, en fait, ont trouvé peut-être une accroche un peu plus concrète. Ça s'est matérialisé très rapidement. Et peut-être avec des sujets qui vont au-delà de notre quotidien. Enfin, je prends juste un exemple. Quand en termes d'Open Innovation, un acteur comme le groupe SEB se met dans un groupe de travail pour travailler sur un respirateur artificiel, et le projet Macaire, en mettant autour de la table des acteurs industriels, des start-upers, des écoles, etc., et d'ailleurs voit un projet qui est en phase en ce moment de passer des tests pour servir encore dans les pays où la crise sévit et qui sera produit, on va dire, par le groupe. Et ben c'est sûr que voilà, le terme qui était déjà là, évidemment, Seb fait de l'open innovation depuis longtemps, il a peut-être été compris, réalisé et fait différemment. Et puis en plus, quand on voit que toutes ces équipes, elles l'ont fait à distance, en télétravail, sans faire de réunions physiques, enfin, on se retrouve dans cette approche extrêmement agile, qui là aussi était un mot important dans l'entreprise, mais qui se matérialise pendant la crise. Sur la partie approche servicielle, ça fait longtemps qu'on parle de personnalisation, d'adapter, on va dire, nos produits au contexte et au profil, de plus justement par rapport à ce qu'on disait avec Philippe tout à l'heure, de dire on vend tout et n'importe quoi, c'est-à-dire on vend vraiment une expérience à un consommateur qui en a réellement besoin, donc on a des produits multifonctions,
Et surtout, au-delà du produit, on vend cette expérience globale. Donc, il y a une approche servicielle. Je vous parlais plus récemment, tout à l'heure, de l'application Foodle. C'est bien une des ambitions du groupe de dire on va au-delà de nos produits. On doit s'adapter au contexte et au profil de chacun. Et pour revenir sur est-ce que demain on mangera plus à la maison ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction du contexte et du profil, on a des besoins différents. Je prends toujours l'exemple de j'ai du temps, j'ai envie de réaliser une pizza avec mes enfants, je vais lui apprendre ce que c'est que le levain, je vais faire ma pâte, je vais faire mon pomodoro, et je vais faire une super pizza. En semaine, j'ai un peu moins de temps, je vais dérouler une pâte préparée et je vais mettre les ingrédients que je veux dessus. Et puis, le match de foot commence dans 5 minutes et j'ai des copains qui arrivent, ce sera Allo Pizza et ça marchera très bien. Donc, on voit bien que le même produit, en fonction du contexte et du profil, il va s'adapter différemment et on va avoir besoin de cette approche servicielle. Et puis, cette approche servicielle, elle a déjà disrupté d'autres secteurs. La cuisine est finalement un des secteurs qui est en cours de digitalisation, mais qui ne s'est pas digitalisé jusqu'alors. Je pense, prenons l'exemple de Netflix, où ça fait maintenant un bout de temps que des acteurs comme Netflix savent exactement ce qu'on aime regarder. Alors, je ne dis pas que ça ne crée pas, puisqu'apparemment, on s'engueulerait tous les soirs un quart d'heure pour savoir ce qu'on veut mettre sur Netflix. Donc, il y a d'autres soucis que ça soulève, d'autres problématiques. Mais dans l'esprit, on voit bien que cette notion de personnalisation, de mieux connaître l'utilisateur, fait face. Et ce qui est intéressant, c'est le troisième mot clé que j'avais en tête, c'est écosystème. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, on peut les travailler seuls dans notre coin, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour répondre à la question « qu'est-ce que je mange ce soir ?» en fonction du contexte et du profil, par exemple, il faut que je travaille à plusieurs parce que ce n'est pas moi qui vais me mettre à faire de l'approvisionnement et de la distribution. On a des experts en France qui le font, qui peuvent être des grands groupes ou des startups. Mais on voit bien qu'un acteur comme Seb, il va devoir travailler avec d'autres. Évidemment, il y a des éléments extérieurs. La météo, ça, je peux me débrouiller tout seul en me connectant à une API de météo qui va me dire quel temps pour adapter, on va dire, le plat en fonction de ma météo. Mais reprenons l'exemple de ce que j'ai mangé à midi. Si à un moment, je ne travaille pas avec des acteurs de la restauration collective, je risque de faire une recommandation qui sera complètement erronée le soir en disant « Tiens, je vous propose un poulet frites alors que c'est ce que les enfants mangeaient à la cantine à midi. » Donc, on voit bien qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir une innovation centrale, intégrée, écosystémique. Et pour conclure, on le voit, il y a un très beau projet qu'on est en train de monter en ce moment sur la métropole de Dijon, justement, qui a pour titre Dijon, modèle du système alimentaire durable en 2030, et qui a pour ambition de finalement comprendre comment demain, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, sur le digital, on va pouvoir mieux produire pour mieux manger et être en meilleure santé, parce qu'évidemment, il y aura un impact là-dessus, et vice-versa, c'est-à-dire que comment derrière, on saura produire, on va dire, dans le respect d'une agroécologie, donc des méthodes de production plus durables. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté aujourd'hui de plusieurs acteurs de vraiment collaborer. Elle a toujours eu lieu. À nouveau, c'est comme l'Open Innovation dans un grand groupe, mais ça s'est accéléré et je pense que ça s'est matérialisé, donc ce qui permet à tout le monde d'y croire et d'avancer dans ce secteur. Oui, et puis ce mot d'intégration, il est important parce que certainement que quand on va commencer à être de plus en plus nombreux autour d'un sujet, on va aussi avoir un effet moteur. Le jour où on a un peu moins la pêche sur le sujet, quelqu'un va pouvoir avancer. Et puis c'est vraiment de la notion de gestion de projet en fait. Jérôme, toi qui au quotidien auprès de ces entreprises innovantes et surtout auprès de ces startups, si tu devais les aider à trouver un levier de croissance, tu aborderais ça comment? Quel serait ton conseil? Alors, il serait sans doute multiple ce conseil, parce qu'on ne peut pas résumer juste avec un seul conseil, ça se serait. Je verrais peut-être 4 points, donc 3 directs auprès des startups et un peu moins direct, j'irai à la fin. Il y a un mot-clé, je trouve, qui résume bien tous nos échanges là qu'on a pu avoir et que je crois qu'il a été prononcé quasiment par tout le monde. C'est la notion d'accélération de l'innovation. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un système où on n'innovait pas et un système où on innove. Il se passait des choses avant, et il va se passer des choses après et ça va aller plus vite en fait dans cet après, à la faveur d'opportunités qui s'ouvrent et également des points qui vont se fermer. En tout cas, ça a été cité à plusieurs reprises. Alors, premier point que je dirais,
c'est un mot que je vois, alors qui n'a pas été employé, mais que je vois transparaître quand même dans les différents discours. C'est le mot de co-relance. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que tout le monde a besoin de se relancer au niveau de ses activités et que les startups peuvent être un accélérateur en fait, pour une société pour se relancer. Et donc, ça crée en effet miroir une grosse opportunité pour une startup de pouvoir collaborer avec un grand groupe. Je reviendrai sur le comment après. Tu l'as cité, Xavier, également, dans cette notion de co-relance, la notion de connexion à un écosystème, je crois, n'a jamais été aussi présent et valable que maintenant. C'est à plusieurs qu'on va plus loin, à défaut d'aller plus vite. Mais peut-être qu'on peut aussi aller un peu plus vite en ce moment parce qu'il y a des portes qui sont un peu plus ouvertes. Et puis, un autre point qu'on n'a pas cité dans la partie co-relance, c'est qu'on peut voir quand même des mouvements qui commencent à s'initier de collaboration entre concurrents. Et ce pour pouvoir imposer un nouveau standard sur le marché. Donc, c'est assez intéressant, mais ça sort un tout petit peu du sujet. Un deuxième point que je verrai également auprès des startups, c'est une notion de retour sur investissement immédiat. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ne vont pas être en mesure, en tout cas difficilement, de concevoir des projets avec des startups avec un ROI trop lointain et trop incertain. Donc, je pense que la startup doit travailler justement à son offre, à sa proposition de valeur, de manière à ce qu'on minimise les barrières à l'entrée et que ça facilite justement la collaboration. Et pour ça, en l'occurrence, on peut aussi profiter, le terme a été employé à plusieurs reprises, du lâcher-prise des organisations, du fait que ces organisations n'ont jamais été aussi agiles que maintenant, et que le process est peut-être un peu plus léger de ce côté-là. Et donc, ça crée cet appel d'air quelque part qu'on peut imaginer pour les startups. Je crois que Françoise a employé également le terme de tomber les barrières, donc je le recite également. Le troisième point, il est classique dans l'univers des startups, c'est plus que jamais faire un focus sur ses besoins des clients. Et j'ai presque envie de dire aussi de refaire un focus sur ses besoins des clients, parce qu'on a vu que les besoins, ils ont évolué par rapport à il y a quelques mois. Avec toute la question, c'est Philippe qui a abordé ça, de qu'est-ce qui est de l'ordre du structurel, qu'est-ce qui est de l'ordre du conjoncturel. Autrement dit, qu'est-ce qui va rester dans ces évolutions de besoins à l'issue de la crise de manière pérenne. Et là-dessus, on va apprendre en marchant, c'est-à-dire que ça va se voir au fil du temps à la faveur d'observatoires autour de cette notion de consommation. Et autour du besoin client, il y a la notion de serviciel, la notion de digital qui, de coup, va devenir encore plus importante, encore plus au cœur des préoccupations. Le quatrième point, il ne s'adresse pas directement aux startups, il s'adresse à leur environnement. Et ça a été, je trouve, très bien illustré par Denis à travers son témoignage de 1000 cantines. C'est attention à la tentation de ne pas vouloir se refermer sur soi dans un moment où nos cash flows ils sont compressés, voire ils sont devenus très négatifs. Et donc, on pourrait avoir un instinct de survie de se replier sur soi et de fermer le canal innovation. Et il me semble que ça serait plutôt une erreur que de le faire. Et en l'occurrence, dans le cadre de Denis, sur la partie food service, ça va même à l'encontre de la réinvention du métier qui est nécessaire de se réaliser dans les années à venir, voire même en l'occurrence dans les semaines à venir. C'est même plus en tant qu'année, c'est dans des semaines. Et parce qu'en fait, pour cette réinvention de son métier, les startups peuvent être un très bon moteur pour le réinventer plus rapidement et avec plus d'efficacité. Donc, voilà les 4 points peut-être que je mettrais en avant si je devais discuter avec une startup sur ce moment-là particulier. Eh ben, ça a eu un effet très important, je l'en sens. Vincent a disparu. Oui, Vincent a disparu. Je crois que Pierre-Yves… Peut-être prendre le relais, oui. Ouais. Peut-être pour donner une vision également assez opérationnelle du comportement des entreprises. Je crois qu'une crise, quelle qu'elle soit, accélère les transformations de tout type. Et ces entreprises doivent parfaitement intégrer ces transformations à leur vision stratégique
de façon à réinventer finalement le modèle ou les modèles, de faire pivoter ces business models, de revoir aussi leur façon de produire et de distribuer les produits. Vous l'avez dit dans vos discours, je crois qu'il faut réfléchir aussi peut-être à des offres aussi juste prix. On a évoqué la notion de pouvoir d'achat. Je pense que ça fait partie des nouvelles attentes. Donc, il faut pouvoir justement adapter aussi ces offres à ces nouveaux comportements, notamment sur le plan du pouvoir d'achat. Et c'est un élément qui pourrait peut-être être amplifié par une crise sociale qui est potentiellement à venir. Donc, il y a un autre point aussi, on a vu l'extérieur, je crois qu'il faut regarder aussi l'intérieur des entreprises et le nouveau comportement des collaborateurs. Nécessairement, les liens ont été affaiblis par le confinement. Donc, les collaborateurs se sont finalement retrouvés en vulnérabilité. D'autres collaborateurs ont fait preuve de prise d'initiative, de solidarité en se mobilisant. Donc, dans tous les cas, ça va changer la façon d'appréhender l'entreprise et même le rapport des collaborateurs à l'entreprise, à l'environnement et à la façon de travailler en essayant de rechercher davantage de sens à donner à leur action au quotidien. Donc, oui, il faut encourager cette innovation, il faut encourager l'investissement au bon endroit, il faut sortir du cadre, il faut se surpasser pour se réinventer, mais en apprenant peut-être à s'inspirer de l'agilité et de l'esprit qui est développé par les startups. C'est peut-être là, et je crois que c'est Xavier qui l'a évoqué, mais également Denis, cette innovation plus intégrée, c'est peut-être aussi une innovation plus responsable, qui n'est certainement plus une option aujourd'hui, mais qui va nécessiter de s'accommoder finalement de tout ce nouvel environnement et de sortir finalement de cette zone de confort. D'ailleurs, on voit bien que les entreprises qui sont sorties en position de force ont gardé leur avantage concurrentiel et elles ont continué à innover et à poursuivre leur investissement. Donc, c'est une situation, bien sûr, qui a montré des effets dévastateurs, mais je pense que c'est une opportunité pour repenser aussi le rôle de l'entreprise, sa mission, son engagement social, sociétal, la position des ressources aussi dans l'entreprise, qui demanderont nécessairement et sûrement à apprendre différemment et à revoir les modes de travail. Il faut aussi avoir à l'esprit les nouvelles formes de relations avec les clients, avec les partenaires, avec l'écosystème pour se réinventer. Donc finalement, l'innovation, elle se décrète pas. Elle se construit dans une collaboration, dans un collectif. Donc, si on doit continuer à innover, et nécessairement les entreprises vont continuer à innover, je donnerai peut-être 4 points clés. D'abord, c'est l'intelligence collective. Je crois que vous l'avez tous évoqué. C'est avancer avec une petite équipe multidisciplinaire, autonome, mais qui est aussi décisionnaire dans ses choix et qui a simplement comme objectif de résoudre des problématiques qui sont identifiées, de les corriger, de les améliorer, de les réinventer. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire avec les ressources existantes de l'entreprise, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières. Les startups, elles n'ont pas de budget conséquent, ce qui ne les empêche pas de disrupter des industries parce qu'elles ont des idées et de la volonté. Le troisième point, c'est qu'il faut mettre l'expérience au cœur du dispositif. Il faut capter les usages, les expériences, il faut écouter les clients, les collaborateurs, tous les acteurs de l'écosystème pour mieux les comprendre, pour mieux définir les vrais besoins et finalement se concentrer sur des solutions concrètes et adéquates. Et puis le dernier point, c'est être dans ce que j'appelle l'effectuation. Donc, c'est instaurer un esprit maker parce qu'une idée, elle ne vaut pas grand-chose sans l'exécution.
Donc, l'équipe, elle doit pouvoir fonctionner justement en mode effectuation. Les solutions doivent rapidement se concrétiser en prototype, de façon à être testées, ajustées, implémentées, revues, etc. Donc, on a finalement des combinaisons entre du design thinking d'une part, du lean, de l'agilité. Bref, c'est toute cette alchimie-là qui permet de faire naître cette innovation et de la rendre exécutive. Dans tous ces discours, on voit bien qu'il y a un point clé, c'est l'humain qui est au cœur de la transformation. Et cet humain, il est client, il est collaborateur, il est partie prenante de l'écosystème de l'entreprise. Donc, je pense que tous les décideurs de l'industrie agroalimentaire ont cette responsabilité finalement de construire le monde d'après, de prendre le recul nécessaire, de regarder la réalité en face pour justement capter les enseignements et de réinterroger aussi leurs propres croyances pour pouvoir s'adapter à ces transformations. Donc, toutes ces mutations ouvrent finalement un nouveau terrain de jeu, rebat forcément les cartes. Je crois que chacun doit pouvoir s'y positionner, chacun doit pouvoir innover et donc chacun doit pouvoir se différencier dans ce nouveau monde. Hop là. Alors, excusez-moi, j'ai essayé d'illustrer l'innovation, puisque comme mon PC qui est juste sur le même réseau ne veut plus fonctionner, et ben voilà, on a réussi à se reconnecter ensemble. Merci à tous en tout cas et à toutes pour vos témoignages. Merci pour la richesse de ces témoignages et également pour les illustrations qui ont été vraiment des marqueurs. J'espère que ce sera quelque chose qui aura été inspirant pour les gens qui ont entendu. Force de proposition, ça c'est quelque chose qui nécessite à mon avis un peu de mise en situation et surtout un peu d'avancement, étape après étape, pour pouvoir arriver à quelque chose qui va se construire dans le temps. Et je crois que c'est ce que vous avez très bien illustré. Aujourd'hui, qu'on s'appelle start-up ou qu'on s'appelle grand groupe, on est tous dans une voiture de course qui est lancée à pleine vitesse. Et puis finalement avec une visibilité qui est assez limitée, pour ne pas dire qui est d'1 mètre. Et je pense qu'effectivement, cette notion de co-construction, cette notion d'écosystème, cette notion aussi peut-être de devenir confrère plus que concurrent, c'est des éléments qui ont mis pas mal, enfin, c'est des changements que j'aimerais voir ancrés dans la suite. Merci à tous. Alors, si peut-être chacun veut conclure avec un mot, ça permet d'arriver sur quelque chose qui, pour vous, chacun marquera cet échange. Françoise ? Je suis super nulle à ces conclusions avec un mot, mais je dirais co-construction. On ne peut plus travailler seul et être à distance, c'est être à distance de ses collègues, mais c'est être à distance de tout le monde. Finalement, la distance est la même. Donc, a priori, on peut travailler de la même façon en interne et en externe. Ça nous a appris au moins ça. Donc, co-construction. Merci. Laurence ? Je dirais innovation positive, parce qu'on ne peut plus innover sans sens et sans avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Top. Philippe ? J'avais coupé le micro. Je dirais, je reprendrai le terme qu'a utilisé Xavier, écosystème. Je pense que l'innovation aujourd'hui, d'ailleurs, répondre aux besoins des clients, qui sont des besoins très fragmentés avec des communautés ou des groupes sociaux qui ont des attentes diverses, suppose que les entreprises s'allient et construisent des écosystèmes dans une logique servicielle. Personne n'a la maîtrise de l'entièreté de la chaîne de valeur. Donc, il faut construire des écosystèmes à plusieurs pour répondre aux besoins des différents types de clients. Parfait, merci. Xavier ? Je dirais adaptation. On voit que le contexte va de plus en plus vite. Les modifications, enfin, voilà, maîtrisées ou pas, évoluent à une vitesse grand V et ça va demander à chacun des capacités d'adaptation nouvelles et même effectivement pour travailler ensemble, pour s'adapter. Enfin, voilà, adaptation. Merci à toi. Denis ? Alors, ils ont un peu beaucoup résumé tous les bons propos, mais moi, je dirais nouveau mode de pensée. On ne résout pas les problèmes avec le même mode de pensée qui les ont engendrés.
Parfait. Jérôme? Ouais, plus on arrive à la fin, plus c'est compliqué. J'en aurais deux quand même. La notion de résilience, ça se voit en fait. Ça repart assez fort et assez vite. La question, c'est comment, d'où le deuxième mot. Et j'aime bien le terme de correlance que j'ai employé tout à l'heure. Parfait. Pierre-Yves? Je parlerai de transformation en plaçant l'humain au centre de ces transformations. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Écoutez, je pense qu'on est arrivé à la conclusion. En réalité, il y a eu assez peu de questions, donc vous avez été vraiment très bons. Il n'y a pas eu de questions du tout même. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on boucle là. De toute façon, ce sera l'occasion aussi peut-être d'ouvrir à d'autres échanges et pourquoi pas une rencontre bientôt pour de vrai tous ensemble. Merci à tous. Au revoir.